Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. La Chambre haute du Parlement a entamé hier l'examen en séance du budget 2020. Cela constitue la moitié de la course dans le marathon budgétaire. Ce travail va occuper les sénateurs jusqu'au 10 décembre. Depuis un mois, chaque membre du gouvernement a présenté la feuille de route de son ministère en audition. Des auditions que vous avez pu suivre d'ailleurs dans cette émission. Il s'agit maintenant de voter toutes les orientations du gouvernement en séance. Petit rappel, ce projet de loi de finances 2020, il entend baisser les prélèvements obligatoires pour les ménages, avec une baisse, vous le voyez, de 5 milliards de l'impôt sur le revenu. Ce sont 17 millions de foyers qui sont concernés, ceux qui payent les 2 premières tranches de l'impôt. Et enfin, autre mesure, la suite de la suppression de la taxe d'habitation. Un budget qui se veut un budget de réponse à la crise des gilets jaunes, selon le gouvernement, avec des mesures qui rompent avec 10 années d'augmentation massive de la pression fiscale, a dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Vous allez le voir, le texte a été accueilli avec fraîcheur par les sénateurs de droite qui dénoncent un projet de budget en trompe-l'œil. Sans plus attendre, direction l'hémicycle pour suivre la discussion générale. Ces extraits ont été préparés par Louis Mollier-Sabet et Alice Bardot. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très heureux de vous présenter ce projet de loi de finances pour 2020 dans un contexte économique qui est marqué par des tensions commerciales qui persistent entre les États-Unis et la Chine et un ralentissement marqué de la croissance mondiale, aussi bien entre les États-Unis et la Chine qu'au niveau européen. Je voudrais d'ailleurs redire au sujet des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine que j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec le secrétaire américain en charge du commerce, avec le représentant du président Trump pour le commerce, que j'ai redit à quel point nous étions opposés à ces sanctions infligées aux viticulteurs français, et je veux dire aux viticulteurs français qu'ils peuvent compter sur le soutien du gouvernement français et sur mon soutien pour sortir de cette politique de sanctions et leur apporter toute l'aide nécessaire. Nous sommes dans un temps important de commercialisation de vin. Il faut que les viticulteurs sachent qu'ils peuvent compter sur notre soutien. Nous sommes également confrontés à un ralentissement de la croissance européenne. Et de ce point de vue-là, je rappelle que la France tire son épingle du jeu mieux que les autres pays européens, puisqu'elle maintient un niveau de croissance qui est élevé, un niveau d'investissement qui est important et une attractivité qui est désormais la meilleure de tous les pays membres de la zone euro. Le dernier point général sur lequel je veux insister, au-delà des tensions commerciales et du ralentissement de la croissance de la zone euro, c'est la persistance de taux d'intérêt faibles, voire négatifs, qui ont évidemment un impact sur l'activité et qui doivent appeler de la part de tous les États qui ont la marge de manœuvre budgétaire nécessaire à investir, à innover pour compléter une politique monétaire qui désormais est aux limites de son efficacité. Dans ce contexte général de ralentissement de la croissance mondiale et de taux d'intérêt bas, voire négatifs, quelle est la politique que nous vous proposons à travers ce projet de loi de finances pour 2020 ? C'est une politique d'innovation, une politique pour le travail et une politique de poursuite du rétablissement de nos finances publiques. Face au ralentissement de la croissance, la seule politique qui nous paraît valable est celle de l'investissement dans l'avenir et la poursuite d'une politique de l'offre qui, je le redis, a commencé à donner des résultats avec la création d'un demi-million d'emplois dans notre pays, la restauration de marges de manœuvre industrielles et le maintien d'une croissance solide. Nous avons donc maintenu des choix fiscaux en faveur des entreprises. Il y aura 1 milliard d'euros de baisse nette d'impôts sur les entreprises en 2020. L'intégralité des allègements de charges, quel que soit le niveau de salaire, sera maintenue. Et ces allègements de charges ont été renforcés au 1er octobre dernier, puisqu'il n'y a plus aucune cotisation patronale au niveau du SMIC. Ces allègements de charges, je le redis, nous souhaitons les maintenir, car nos entreprises ont besoin de visibilité et de stabilité sur le coût du travail pour les années qui viennent. Et puisqu'on m'y invite, la baisse de l'impôt sur les sociétés se poursuivra. La visibilité sera maintenue puisque le cap des 25% de taux d'impôt sur les sociétés pour toutes les entreprises sera atteint en 2022, comme le président de la République s'y était engagé.
Les entreprises qui ont des chiffres d'affaires plus modestes verront leur impôt sur les sociétés baisser plus rapidement en 2020 que les autres, mais toutes les entreprises, quel que soit leur niveau de chiffre d'affaires, auront bien une baisse de l'impôt sur les sociétés dès 2020, avec une trajectoire qui les amènera à 25% en 2022. Autre baisse d'impôt pour les entreprises, le prélèvement sur les entreprises affecté au financement des chambres de commerce et d'industrie diminuera. Nous nous étions engagés et nous tiendrons cet engagement. Je veux également profiter de cette intervention pour rassurer les chambres de commerce et d'industrie. Elles ont fait un travail très important pour se moderniser, pour s'engager dans une transformation en profondeur. J'ai toujours indiqué que nous vérifierions que cette trajectoire est supportable pour les chambres. Il y aura bien un point d'étape en 2020 pour nous assurer que toutes les chambres de commerce et d'industrie arrivent à supporter cette transformation. Et je rappelle enfin que la suppression du prélèvement France Télécom permettra de rendre près de 30 millions d'euros aux chambres pour accompagner la transformation de leur modèle. Au total, en plus des baisses d'impôts pour les ménages, les impôts baisseront de 13 milliards d'euros pour les entreprises sur le quinquennat, 27 milliards d'euros pour les ménages, 40 milliards d'euros de baisse d'impôts au total sur tout le quinquennat. Nous sortons de la période de matraquage fiscal qu'ont connue les entreprises et les ménages en France depuis plusieurs années. Enfin, nous maintenons et nous continuerons de maintenir une politique d'innovation offensive qui est la clé de notre souveraineté demain et qui est la clé également de la poursuite d'un niveau de croissance important. C'est pour cela que nous avons décidé de sanctuariser le crédit impôt recherche auquel nous ne toucherons pas. Nous avons simplement pris en compte les remarques de la Cour des comptes sur le forfait des dépenses de fonctionnement en ramenant ce taux de fonctionnement de 50 à 43%. C'était la recommandation de la Cour des comptes. Nous la suivons par souci de responsabilité, ce qui représente une économie de 230 millions d'euros à l'horizon 2021. Cette politique d'innovation, c'est celle qui nous a amené aussi à céder un certain nombre d'actifs que l'État détenait dans des entreprises, en particulier la Française des Jeux, dont je viens de lancer la cotation ce matin. La privatisation de la Française des Jeux est un immense succès. C'est un succès populaire, avec plus d'1,5 million de Français qui y ont participé. C'est un succès pour la Française des Jeux, qui a montré sa solidité. C'est un succès pour la place financière de Paris, qui a montré qu'elle était attractive. Et c'est bien la preuve qu'il est possible de réconcilier les Français avec l'investissement dans les entreprises, qu'il est possible de permettre à une entreprise de se développer dans de bonnes conditions sur le marché tout en gardant une part de participation pour l'État et qu'il est surtout possible de trouver les moyens financiers nécessaires pour financer l'innovation, les innovations de rupture, les nouvelles technologies, puisque je rappelle que l'intégralité du produit de cession ira au fonds pour l'innovation de rupture. C'est ce que nous croyons comme politique. Laisser les entreprises commerciales se développer, leur donner les moyens de se développer tout en gardant un droit de contrôle de l'État, mais mettre l'État sur ce qui est vital pour les générations qui viennent, de l'innovation, de l'investissement, dans l'intelligence artificielle, dans les énergies renouvelables, dans le stockage des données, dans tout ce qui fera demain la souveraineté de notre pays. La deuxième grande orientation, c'est celle de la rémunération du travail. Nous engageons dans ce budget, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin y reviendra, une baisse massive de l'impôt sur le revenu qui va concerner des millions de Français et représenter une baisse de 5 milliards d'euros pour 17 millions de Français dès le 1er janvier 2020. Nous allons également voter dans ce budget des baisses d'impôts sur la taxe d'habitation qui s'ajoutent à notre politique de meilleure rémunération du travail. S'il y a une leçon à retenir de la crise des Gilets jaunes, c'est qu'une immense majorité de Français aspirent à la dignité par le travail, à la juste rémunération de leur activité et à pouvoir vivre bien du travail et du salaire qu'ils touchent. Toutes les mesures que nous avons prises depuis près de 3 ans s'inscrivent exactement dans cette orientation-là. La revalorisation de la prime d'activité, 100 € de plus par mois au niveau du SMIC pour tous ceux qui travaillent. La défiscalisation des heures supplémentaires. La suppression de toute taxe sur l'intéressement vont permettre à chaque Français qui travaille de vivre mieux de son travail, d'être mieux considéré et de vivre plus dignement de son activité.
Et sur l'intéressement auquel je crois profondément, nous avons supprimé la taxe de 20% sur l'intéressement, nous avons simplifié les accords d'intéressement, nous avons permis aux accords d'intéressement d'être signés non pas pour une durée de 3 ans, mais pour une durée de 1 an, pour que les plus petites entreprises puissent expérimenter l'intéressement. Je suis prêt à aller encore plus loin sur la simplification des accords d'intéressement pour les plus petites entreprises de moins de 11 salariés, pour que demain, il n'y ait pas simplement 1,4 million de salariés qui aient un accord d'intéressement, mais 3 millions, 3 fois plus, de sorte que l'intéressement soit généralisé aux salariés français dans les meilleurs délais. C'est une question de justice, de reconnaissance du travail et d'association des salariés aux résultats de l'entreprise. Récompenser le travail, c'est aussi avoir la lucidité de voir à quel point, dans certains services publics, je pense aux hôpitaux, les économies qui ont été demandées depuis des années ont pu provoquer des difficultés, des blocages, voire des souffrances de certains personnels. Le plan pour l'hôpital public qui a été annoncé par le Premier ministre, un plan d'une ampleur inédite, vise précisément à mieux récompenser le travail de ce personnel hospitalier auquel nous devons tant. Des primes seront donc versées pour soutenir le personnel hospitalier, 100 € net par mois dès 2020 pour les aides-soignants qui exercent auprès des personnes âgées, 800 € net de primes annuelles pour les 40 000 infirmiers et aides-soignants vivant à Paris et sa proche banlieue, 300 € distribués directement par les hôpitaux. Nous avons également accepté, avec le ministre des Comptes publics, de reprendre une partie de la dette des hôpitaux, ce qui va permettre de dégager des moyens supplémentaires pour ces hôpitaux, soit pour assainir leur situation financière, soit pour investir dans des travaux du quotidien qui sont indispensables pour les hôpitaux publics. Pour financer ces baisses d'impôts, nous allons réduire un certain nombre de niches fiscales. Et nous allons les réduire après de longues consultations qui ont permis de trouver des points d'équilibre avec les professions qui sont concernées. Je prends l'exemple du gazole non routier. Il sera supprimé non plus en 1 an, mais en 3 ans. La première hausse interviendra non pas au 1er janvier 2020, mais au 1er juillet 2020, de façon à laisser aux professionnels le temps de s'adapter. Et ils auront droit à un certain nombre de compensations que nous mettrons en œuvre. Clause générale de révision des prix, suramortissement pour acquérir du matériel moins polluant, augmentation de l'avance aux PME qui sera portée de 5 à 10% et inscription des travaux d'entretien de réseau des collectivités territoriales au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutes ces compensations répondent à des semaines de discussions avec les professionnels concernés par la suppression de cet avantage fiscal. Deuxième niche que nous réduirons, le mécénat d'entreprise que nous voulons encadrer. Nous avons donc baissé le taux de défiscalisation de 60 à 40% pour les dons supérieurs à 2 millions d'euros, ce qui ne concerne, je le rappelle, que 78 grandes entreprises. Mais j'aimerais simplement que, lorsque l'opposition nous explique qu'à chaque économie de dépenses publiques c'est une erreur, elle nous fasse des propositions aussi volontaires que celles que nous pratiquons. Le troisième dispositif que nous supprimons, c'est l'avantage lié à la déduction forfaitaire spécifique. Cet avantage sera plafonné, ce qui permettra de réaliser une économie de 400 millions d'euros dès 2020. Il est proposé dans le PLFSS. Voilà les économies de dépenses publiques que nous faisons, mais je vois qu'à chaque fois que nous mettons en place des économies de dépenses publiques, tous ceux qui les réclament par ailleurs ne les votent pas, ce que je trouve regrettable, car le sens des responsabilités devrait les amener à voter les réductions de dépenses publiques qui financent les baisses d'impôts qu'attendent tous les Français. Enfin, le troisième point, qui est logique par rapport à ce que je viens de dire, c'est le rétablissement de nos finances publiques. Nous avons engagé, avec Gérald Darmanin, depuis 3 ans, le rétablissement des finances publiques françaises. Nous étions en procédure pour déficit excessif, nous ne sommes plus en procédure pour déficit excessif. Nous étions au-dessus des 3% de déficit public, nous sommes en dessous des 3% de déficit public. 2,2% en 2020, c'est le déficit public le plus bas depuis 20 ans. Les chiffres sont têtus. Et ces chiffres montrent que nous rétablissons nos finances publiques, que nous stabilisons la dette et que nous baissons le déficit public. Alors certains diront à juste titre que nous le faisons à un rythme qui est plus long que ce qui était prévu. C'est vrai. Et je pense qu'il est raisonnable d'adapter le niveau de rétablissement des finances publiques à la fois à la conjoncture internationale et à la situation sociale du pays. Nous ne perdons pas le fil de notre politique qui vise à rétablir les finances publiques françaises, et nous rétablirons les finances publiques françaises. Mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu une crise sociale majeure dans notre pays. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu des millions de Français
qui réclamaient une amélioration de leurs conditions de vie. Et on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une crise internationale qui a mené à un ralentissement profond de la croissance mondiale, à la fois aux États-Unis et dans la zone euro. Ces objectifs seront donc tenus d'ici la fin du quinquennat et nous permettront à la fois de conjuguer politique de l'offre, meilleure rémunération du travail et rétablissement de nos finances publiques. Je crois profondément que c'est l'alliance entre ces trois objectifs, rétablissement de nos finances publiques, meilleure rémunération du travail et politique pour l'innovation et l'investissement, qui permettra à la France de rester dans la situation où elle est, c'est-à-dire une des économies les plus vaillantes de la zone euro. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, cher Bruno, permettez-moi de vous dire tout plaisir que j'ai de nouveau, pour la troisième année consécutive, l'amour dure 3 ans, Monsieur le Rapporteur général, de vous présenter ce budget 2020 avec le ministre de l'Économie et des Finances, qui, il l'a rappelé, le ministre de l'Économie, est d'abord le budget, sans doute, du moment de la pause pour regarder les 2 années précédentes, notamment nos 2 exercices budgétaires, les résultats importants obtenus par la politique fiscale et économique du Président de la République, un chômage qui a baissé continuellement, une croissance qui est restée dynamique, bien plus dynamique que ses voisins, un pouvoir d'achat qui a crû de façon inédite, des impôts qui ont baissé comme jamais ils n'auront baissé sous un quinquennat d'un président de la République. Ces résultats, nous les devons en partie, bien sûr, à la politique économique de notre pays, à la conviction de la maîtrise des dépenses publiques, à la transformation structurelle de nos politiques publiques, de réduire à la fois nos impôts et nos déficits. Les résultats sont là et ils sont incontestables. 40 milliards d'euros de dépenses publiques auront été évités entre 2017. Je rappelle qu'en 2017, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, nous étions à 55% de dépenses publiques dans le PIB. Nous en sommes désormais à 53,4%, 1,6 point de dépenses publiques en moins. Les impôts baisseront de plus de 9 milliards pour les ménages et 1 milliard pour les entreprises, rien que l'année 2020. Le déficit public aura baissé plus d'un tiers. Je rappelle que la Cour des comptes a rendu un rapport au lendemain de la gestion du gouvernement précédent à 3,4% de déficit. Vous constaterez que le budget présenté par le gouvernement prévoit moins 2,2% l'année prochaine. Il s'agit donc de 1,2 point de déficit en moins. Une dette publique qui baisse très légèrement, c'est vrai, après une stagnation, avec la sincérisation de la dette de la SNCF qu'aucun gouvernement n'avait jamais voulu prendre en compte. Pour la première fois depuis 10 ans, une stabilisation donc et une légère décrue de 0,1 point de la dette publique avec cette sincérisation de dette. Nous sommes déterminés à poursuivre dans le budget 2020, après 2018 et 2019, le cap sur le front de notre politique économique comme sur les objectifs de finances publiques. L'ampleur inédite de la réponse que nous avons apportée à l'urgence économique et sociale nous conduit sans doute à faire des modifications, mais à ne pas changer de cap. Je voudrais d'ailleurs souligner la sincérité avec laquelle désormais nous présentons les comptes de la nation, sincérité qui est saluée, je crois, par l'ensemble des observateurs des comptes de la France, et vous dire à quel point nous avons fait avec attention les économies en gestion qu'il fallait. D'ailleurs, je salue l'accord entre le Sénat et l'Assemblée de la commission mixte paritaire sur un PLFR qui n'était que de fin de gestion, sans aucun article fiscal et donc sans aucune augmentation d'impôts de fin de gestion. Je crois que ça a été relevé par le Sénat également, qui le demandait depuis bien longtemps.
Mais alors que le président de la République a fait ses annonces au lendemain du grand débat, avec des dépenses ou des recettes supplémentaires ou en moins, nous avons gardé, et le PLFR est là pour le prouver, les économies qu'il fallait pour tenir le même chiffre de déficit, alors que le grand débat a eu évidemment des conséquences macroéconomiques sur le pays, ce qui prouve à la fois le dynamisme de notre économie et la sincérité des comptes que présente le gouvernement à la représentation nationale. Cela fait pour la deuxième fois, monsieur le rapporteur général, que le gouvernement ne présente pas de décret d'avance, ce qui est exceptionnel puisque ça n'est jamais arrivé depuis la LOLF. Et je crois que le décret d'avance était une mauvaise habitude, soit d'insincérité budgétaire, soit de non-autorisation parlementaire. Je crois qu'ainsi, vous avez montré vous-même d'ailleurs l'indépendance qu'ici à la fonction parlementaire, en réouvrant et en fermant des crédits en CMP, ce qui montre, je crois, le travail de confiance que nous pouvons avoir ensemble, malgré les différences politiques ou d'inscription budgétaire. Au cours du quinquennat, mesdames et messieurs les sénateurs, 27 milliards d'impôts auront été rendus aux ménages, 13 milliards aux entreprises, et effectivement, M. le ministre de l'économie l'a dit, une baisse sans précédent de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros, conformément à la promesse du président de la République, et sous les vivas sans doute de la majorité sénatoriale, grâce à l'impôt à la source, qui fut un succès, grâce au travail de l'administration fiscale, dès le mois de janvier, les Français verront cette baisse d'impôt sur leur feuille de salaire ou sur leur pension de retraite. Elle bénéficiera en priorité aux 12 millions de foyers fiscaux imposables dans la première tranche de l'impôt sur le revenu. La première tranche passera de 14 à 11% pour un gain moyen de 350 €. Ces effets iront bien au-delà de ces 12 millions de foyers cependant. Près de 17 millions de foyers, c'est-à-dire 95% de la population qui paye l'impôt sur le revenu, connaîtra effectivement une baisse d'impôt sur le revenu dès le mois de janvier. C'est également l'année prochaine que sera définitivement supprimée la taxe d'habitation sur la résidence principale, d'une part pour 80% des Français qui la payent, mais également le texte du projet de loi de finances que nous vous présentons prévoit la suppression complète de la taxe d'habitation, son remplacement pérenne, avec un gouvernement qui a tenu sa parole. À l'euro près, suivant la dynamique, nous avons compensé la taxe d'habitation. Ce sera, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Olivier Dussopt, que j'ai particulièrement chargé de défendre ces articles devant la représentation nationale, qui le fera et qui évoquera avec vous, et les nombreux amendements, et c'est bien normal, dans la Chambre qui représente les collectivités locales, des sénateurs pour la transformation très importante de la fiscalité locale. Personne, sous la République, n'a jamais supprimé un impôt de 22 milliards d'euros, ce qu'aura fait le Président de la République. Il s'agit d'une réforme historique, vous le savez, et j'imagine que nous prendrons le temps au Sénat, comme nous l'avons pris à l'Assemblée, pour en discuter et pour acter enfin cette réforme importante et définitive. Nous baissons les impôts, mais nous ne baissons pas la garde. Le gouvernement s'est fixé des priorités depuis le début du quinquennat. Il s'y tient en apportant les moyens budgétaires à la hauteur des défis. D'abord, l'accélération de la transition écologique. Les crédits alloués à la transition écologique et au transport augmenteront de 3 milliards d'euros sur le quinquennat, 800 millions dès 2020, une trajectoire prévue par l'orientation des mobilités, des grands projets financés. D'ailleurs, demain, j'aurai le plaisir, et je m'en excuse par avance, d'être absent quelques heures dans nos débats budgétaires, mais je crois que ce sera le moment du ministre de l'économie et des finances. Demain, nous signerons la convention financière qui verra le canal Seine-Nord-Europe financé et construit. Et je crois que ça fait partie des engagements financiers que ce gouvernement prend, alors que d'autres, peut-être, après beaucoup de paroles, n'ont jamais mis le premier coup de pelle dans ce genre de travaux. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique sera recentré et, conformément à l'engagement de la campagne présidentielle, transformé en prime contemporaine, très important pour le déclenchement des travaux. Le crédit d'impôt, sans doute, avait comme difficulté du fait que ceux qui avaient peu de trésorerie déclenchaient peu les impôts. Il fallait attendre que l'argent vienne sur les comptes. La prime sera quelque chose de plus juste. Il se concentrera sur les ménages les plus modestes et les classes populaires et moyennes, et plus efficace. Il déclenchera davantage de travaux, notamment là où il fallait sans doute le plus en faire. Plus on est pauvre, moins on a de revenus, plus le logement est une passoire énergétique. Chacun le comprend. C'est une grande transformation que ce CITE, un petit effet one-off, pardon d'utiliser ce mot anglais comme on l'a fait sur le CICE, qui explique aussi une partie du ressaut budgétaire et qui est fait en 2 fois. La prime sera plus efficace,
plus généreuse pour les ménages les plus modestes, plus contemporain. Elle s'inscrit dans le programme présidentiel. Nous accompagnons le retour à l'emploi et protégeons les plus vulnérables. Une augmentation de la prime d'activité qui continuera. 4 milliards d'augmentation entre 2018 et 2022. La prime d'activité aura atteint quasiment 9 milliards à la fin du quinquennat, 3,5 milliards lorsque nous sommes arrivés en responsabilité. Elle est une prestation sociale qui vise à aider et à renforcer le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. 100 € de pouvoir d'achat au niveau du SMIC, c'était la promesse du président de la République au lendemain du grand débat. Cette promesse sera tenue. La prime exceptionnelle annoncée l'année dernière par le président de la République sera reconduite avec un dispositif d'intéressement qu'a évoqué le ministre de l'Économie et des Finances, renforçant ainsi le lien que le ministre a fait dans la loi Pacte entre le capital et le travail, vieille idée gaulliste positive pour le salariat français. Pour la clarté des débats, l'ensemble du dispositif a figuré et refigurera lorsque le Sénat souhaitera l'étudier dans le PLFSS, mais il comportera bien une exonération fiscale, en plus de l'exonération de cotisations sociales. L'allocation adulte handicapé sera revalorisée de 1,3 milliard d'euros sur le quinquennat. Le minimum contributif et la montée en puissance du plan pauvreté également. Nous allons améliorer le recouvrement des pensions alimentaires, comme l'a s'y engagé le président de la République, pour être au rendez-vous de la solidarité nationale auprès de ces femmes, notamment qui ne touchent pas ces prestations de la part de leur ex-conjoint. Les pensions les plus modestes seront indexées jusqu'à 2 000 €. Nous poursuivons le réarmement des régaliens de l'État avec des crédits de la mission défense de 1,7 milliard d'euros conformes à la loi de programmation militaire, des crédits du ministère de la Justice conformes à la loi de programmation de la justice, notamment dans la création de ces ETP, un ministère de l'Intérieur qui connaît 10 000 emplois de policiers et de gendarmes créés dans le quinquennat, avec une césure évidemment dans cette année 2020 qui conforme à celle qui a été décidée en loi de programmation des finances publiques, des crédits qui augmentent d'une façon inédite au ministère de l'Intérieur de plus de 2 milliards d'euros, un protocole salarial qui paye enfin les heures supplémentaires des policiers. Nous préparons l'avenir également avec les crédits du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui augmentent de 2,6 milliards d'euros pour financer le dédoublement des classes, la limitation à 24 élèves par classe conformément aux annonces du grand débat, le déploiement du service national universel, la réforme sans précédent du baccalauréat, l'augmentation des crédits également de la recherche de 500 millions d'euros, la poursuite du plan d'investissement et du plan d'investissement d'avenir dans les compétences, c'est-à-dire dans les hommes comme dans les infrastructures. Je crois que effectivement, ce budget est aussi le budget de l'investissement. Nous poursuivons enfin nos mesures en matière de justice fiscale et nous assumons, je crois avec le Sénat qui a beaucoup travaillé, une action résolue contre la fraude et l'évasion. Nous venons, grâce aux outils relatifs à la loi de fraude du 23 octobre dernier, dont le Sénat a particulièrement apporté son attribution, d'avoir des réussites sans précédent. L'année 2019 sera l'année où la fraude fiscale aura été la plus combattue, avec des gains pour les finances publiques très importants. C'est d'ailleurs l'occasion de souligner le travail notamment du rapporteur général du Sénat, qui a permis, je crois, d'aboutir, lorsque la loi fraude a été mise en place, à une CMP conclusive, la fin du verrou Bercy, puisqu'on voit son efficacité, 85% de transmission supplémentaire au parquet, mais également le plaidé coupable, qui nous a permis de régler, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les sénateurs, des contentieux très importants avec des entreprises qui ne payaient pas le juste impôt dans notre pays. Il faut désormais aller encore plus loin, et j'ai saisi la balle au bond, à la demande du Premier ministre, la proposition faite par le Sénat de la lutte contre la fraude à la TVA en matière de e-commerce, qui est une fraude à la fois massive et méconnue. Nous souhaitons également rendre les plateformes, à partir de 2021, redevables de la TVA, en lieu et place du vendeur ou de l'importateur, dès lors qu'elles facilitent les transactions et prévoient une liste noire des plateformes non coopératives, où seront inscrites celles qui ne respectent pas leurs obligations. Nous allons enfin permettre à l'administration de demander des informations sur la provenance et la destination des colis aux entrepôts logistiques, comme nos amis anglais l'ont mis en place. Nous mettrons également en place la facturation électronique, qui évitera aussi la fraude à la TVA, comme l'Espagne ou l'Italie l'a mis en place. À partir de 2023, nous souhaitons le faire à partir de 2023 pour laisser le temps, notamment aux PME, de le mettre en place. Mais le gouvernement tient particulièrement à cette disposition qui permettra sans doute de répondre aux interrogations de la Commission européenne qui prévoit à plus de 10 milliards d'euros la fraude pour la France à la TVA. Et on sait tous que la fraude
est un coup de poignard au pacte républicain. Nous travaillerons également sans doute sur la liste des États non coopératifs en cas d'évasion fiscale. Nous avons une disposition très intéressante sur la domiciliation fiscale des dirigeants qui nous prendra sans doute un certain nombre de discussions et qui est conforme également à l'engagement du président de la République. Payer ses impôts en France n'est pas honteux, bien au contraire, la richesse créée en France, y compris pour les dirigeants d'entreprises, doivent payer leurs impôts en France. L'article 57 de la loi de finances permettra également un débat, j'imagine, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux pour confondre les fraudeurs. Le débat a été intéressant et vif à l'Assemblée nationale. À la quasi-unanimité d'ailleurs, le Parlement de la Première Chambre a souhaité encourager le gouvernement dans son expérimentation. J'imagine que nous aurons un débat similaire ici sur les moyens donnés à l'administration fiscale pour lutter contre la fraude, comme l'ont fait d'autres pays, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou d'autres pays latents. Nous simplifierons enfin, Madame la Présidente, et j'en termine, la vie des Français, notamment grâce à la suppression de la déclaration sociale des indépendants. Aujourd'hui, les indépendants font 3 déclarations, demain, ils n'en feront plus qu'une. Dans la contemporanisation des crédits d'impôt, le succès de l'impôt à la source permet de continuer à filer la métaphore. Des aides sociales contemporanéisées, c'est le cas évidemment de la réforme des APL. La déclaration tacite de l'impôt sur le revenu, les Français ne rempliront plus leur feuille d'impôt comme ils le remplissaient jusqu'à maintenant. Ça évitera sans doute un certain nombre d'erreurs et de simplification de la vie fiscale. L'amélioration évidemment de notre fiscalité par la suppression de petites taxes, la rationalisation des dépenses fiscales inefficientes. Le gouvernement est à l'écoute des propositions évidemment du Sénat pour compléter son texte. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, heureux de discuter de ce projet de loi de finances 2020 avec vous. Un projet de loi qui diminue le déficit, diminue les impôts, garantit la croissance, lutte contre la fraude fiscale, simplifie la vie des Français, réforme la fiscalité locale. Oui. Et nous constatons que le chômage baisse et les impôts baissent. Sans doute, monsieur le rapporteur général, la politique fiscale du gouvernement y est un peu pour quelque chose. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la Commission des finances. Eh oui, Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues. Alors, Gérald Darmanin a ouvert ce PLF en rappelant un petit peu l'historique. Et je ne voulais pas le faire, mais il m'en donne l'occasion, en rappelant que c'est le 3e PLF qu'il a le plaisir de présenter. Que s'est-il passé à l'automne 2017, lors du PLF pour 2018 ? Eh bien, Jean-François Husson, il vous le dira sans doute tout à l'heure, avait alerté sur le risque qu'il y avait à prévoir de manière pluriannuelle une augmentation de la fiscalité sur l'énergie sans aucune compensation pour les Français. Et à l'époque, il avait parlé de bonnet rouge. Et c'était son seul tort, messieurs les ministres, c'était de se tromper de couleur. Ça a été finalement d'un autre vêtement, des gilets jaunes. Et vous n'avez pas écouté le Sénat, et c'était la même chose lors du PLF pour 2019, vous vous en souvenez, puisque le Sénat avait supprimé cette hausse que les Français ne pouvaient pas supporter. Ils commençaient à manifester. Là encore, vous avez été sourds, vous avez été aveugles. Et finalement, dans la douleur, à la dernière minute, vous aviez finalement été conduit à accepter, j'allais dire dans la douleur, parce qu'on aurait sans doute pu éviter cette crise, vous avez été conduit à accepter l'amendement du Sénat. Donc je pense que, en commençant ce PLF, je vais peut-être former un vœu, c'est que vous écoutiez un peu plus le Sénat, et je pense que nous n'en serions pas là si les messages que vous avez envoyés sur la CSG des retraités, sur la fiscalité de l'énergie et sur bien d'autres messages avaient été entendus. C'est la réalité aujourd'hui de ce que nous allons regarder dans les instants. Puisque malheureusement, les hausses d'impôts, il y a des baisses, c'est vrai, mais il y a aussi, notamment sur la fiscalité de l'énergie, un certain nombre de hausses dont nous serons appelés à discuter, à parler lundi. Ce budget, c'est évidemment celui du mi-quinquennat. Et ça mérite qu'on s'y arrête quelques instants du point de vue des finances publiques et du bilan que peut en tirer. Et ce bilan, il n'est évidemment pas très brillant. Alors vous avez, messieurs les ministres, vous avez avancé des chiffres, mais la réalité est là, on le sait très bien, y compris par des déclarations publiques au plus haut niveau, le redressement des comptes publics, il est purement et simplement abandonné. La France, 3%, on en sait quelque chose, la France vit à crédit, la France, elle voit ses marges de manœuvre réduites, et surtout dans l'hypothèse d'une nouvelle crise.
Et vous me direz que mes propos, ils ne sont guère différents de ceux que je tenais il n'y a pas si longtemps, à l'été, lors du débat d'orientation des finances publiques. Et c'est vrai, parce que tout simplement, les grandes masses n'évoluent guère. À l'époque, vous vous félicitiez, je vous cite, des soi-disant bons résultats. Il y a d'abord plusieurs éléments qui peuvent à ce stade nous inquiéter. D'abord, le scénario macroéconomique. Le scénario macroéconomique qui sans doute constitue une base crédible, mais qui est, vous l'avez reconnu vous-même, je dois le dire, entouré de fortes incertitudes. Vos hypothèses de croissance, elles sont revues à la baisse, du fait notamment du faible dynamisme du commerce extérieur, avec 1,4% en 2019. L'évolution du PIB serait donc limitée en 2020 à 1,3%, comme en 2021. Les autres prévisions sont plutôt à 1,4%. Et vous avez peut-être une petite réserve de précaution avec le scénario de remontée des taux d'intérêt qui est significativement revu à la baisse par rapport au programme de stabilité d'avril, dont nous avions souligné le caractère conservateur. Vous restez, il faut le remarquer, très prudent sur ce point. Vous anticipez une remontée de l'OAT à 10 ans à 0,7% en fin d'année 2020. Ça veut dire de manière très concrète que vous avez sans doute, peut-être, l'espérance d'une bonne nouvelle qui vous permettrait sans doute de survenir en exécution sur ce plan. Mais il y a également, et je pense que les différents collègues y reviendront, un certain nombre d'incertitudes, notamment macroéconomiques, qui peuvent évidemment que peser sur votre scénario de croissance. Je pense évidemment au Brexit, je pense à la question de la montée des tensions protectionnistes, qui reste importante, je pense également au risque de ralentissement dans la zone euro. Et si l'on teste la sensibilité de votre trajectoire budgétaire aux hypothèses macroéconomiques les plus pessimistes, le niveau, nous l'avons fait en commission des finances, le niveau de déficit serait dégradé de 0,5 points de PIB en 2020. Et ça veut dire tout simplement que sur le plan de l'endettement, on dépasserait la fameuse barre fatidique des 100% de PIB, et ce, dès 2020. Et malheureusement, au lieu d'être prudent, vous avez clairement abandonné toute hypothèse, toute ambition à redresser les comptes publics, au risque de rendre l'économie française plus vulnérable. Les objectifs et les chiffres sont là. S'agissant du salaire public, déficit de 2,2% pour 2020, 2,2%, vous vous en êtes félicité à l'instant. Je vous rappelle que le programme de stabilité, ce n'est pas la préhistoire, c'est seulement il y a 18 mois, c'était moins 0,9% du PIB. Donc ce n'est pas si vieux. On passe de moins 0,9% il y a seulement 18 mois à 2,2% cette année. Pire, à l'horizon du quinquennat, vous anticipiez un solde public excédentaire, vous nous l'aviez dit, nous serons en excédent de 0,3% du PIB, et désormais on est à 1,5%. Donc on a un peu de mal à vous croire quand vous dites, par exemple, l'IS retiendra notre objectif. Bon, là, c'était simplement, il y a ce que vous nous annonciez lors du programme de stabilité il y a 18 mois. Et la forte baisse du déficit, elle est réelle, elle passe en effet de 3,1% du PIB à 2,2%. Elle s'explique par quoi? Elle s'explique par la transformation du CICE largement et par la conjoncture. Mais si on regarde le solde structurel, c'est-à-dire celui qui n'est pas lié, Philippe Dallier le dit à l'instant, celui qui n'est pas lié à la conjoncture, évidemment, on est sur quelque chose qui est strictement identique à celui attendu en 2019. Très concrètement, ça veut dire une chose, le gouvernement a profité de la conjoncture, de la baisse des taux, pour réduire le déficit nominal, mais en aucun cas le déficit structurel est réduit. Si on regarde du côté de l'endettement, on attend encore une prévision élevée, 98,7% du PIB, avec une réduction de seulement 0,7 points de PIB. C'est 10 fois moins en termes d'endettement que ce que vous annonciez dans le programme de stabilité de 2018. Donc on a un petit peu de mal à croire aux objectifs dès lors qu'on voit en seulement 18 mois à quel point on passe d'un objectif plus ambitieux à un objectif qui est 10 fois moins ambitieux. Je voudrais surtout souligner l'écart que les collègues de commissaires des finances connaissent particulièrement, qui aujourd'hui nous sépare de nos voisins. Si on prend par exemple les Pays-Bas, si on prend l'Allemagne, ces pays avaient, avant la crise avaient à peu près en 98, un endettement qui était comparable, qui était à 60% du PIB. Et aujourd'hui, l'écart d'endettement avec les Pays-Bas, c'est 54 points de PIB, 54% du PIB. Les 44% du PIB. Avec l'Allemagne, c'est 47 points de PIB. Voilà aujourd'hui la situation où nous en sommes. La France est le pays qui a continué à s'endetter, alors que les autres pays ont vu leur endettement diminuer depuis qu'ils se sont remis de la crise. Alors vous expliquez cette absence d'amélioration par la nécessité de financer les mesures, vous nous l'avez dit à l'instant, de diminution des prélèvements obligatoires. Et là encore, malheureusement,
Cette thèse, elle résiste mal à l'analyse, puisque vous voyez que l'effort de maîtrise de la dépense, quand on le regarde de près, il est finalement aussi faible que sous le précédent quinquennat, une fois, bien sûr, la diminution de la charge de la dette déduite. Cette stratégie budgétaire, qu'on peut qualifier d'attentiste, de peu ambitieuse, elle n'est pas exempte de risques, tant sur le plan économique que sur le plan politique, puisque la Commission européenne, sans surprise, a confirmé nos craintes, estimant, je la cite, que les prévisions budgétaires de la France pour 2020 présentaient un risque de non-conformité avec les règles européennes. Et ce scénario, il n'a jamais été aussi éloigné des règles européennes. Je voudrais simplement, Bruno Le Maire nous dit nous respectons les règles européennes. Pourtant, je voudrais vous rappeler, cher Bruno Le Maire, que lors d'examen du PLF 2018, là encore, ce n'est pas la préhistoire, vous aviez affirmé, je vous cite, « La France qui se moque de ses engagements européens, c'est fini. La France qui balaie d'un revers de main les critiques de ses partenaires européens, c'est fini. La France qui ne se soucie pas de la bonne gestion de ses comptes publics, c'est fini. » Mais comment voulez-vous être crédible lorsque vous demandez, je l'ai entendu à l'instant, à nos voisins allemands de dépenser plus alors qu'on ne respecte pas les engagements européens et que la France ne tient pas ses promesses minimales? Alors, on pourrait se dire, finalement, tout ça n'est pas si grave. Et on n'a pas besoin de se fixer des objectifs si rigides. Après tout, le président de la République a déclaré lui-même que la règle des 3% était une règle d'un autre siècle. Mais la réalité, elle est malheureusement tout autre. La France est un pays très endetté et, en cas de crise, la France ne pourrait pas disposer évidemment de l'arme monétaire qui a déjà très largement été utilisée et elle n'aurait pas l'arme budgétaire parce qu'évidemment, un pays qui est endetté à 100%, on ne lui prête pas, contrairement à un pays qui est endetté comme l'Allemagne à moins de 60%. Et donc la situation, elle est très claire, vous jouez avec le feu en cas de risque, en cas de crise. On constate aussi que les efforts en matière de maîtrise de la dépense sont également, non pas portés par l'État, mais nous le savons bien dans cette Assemblée, surtout par la sphère sociale et par la sphère locale. Et là encore, malheureusement, nous sommes en commission PLF, messieurs les ministres, des chiffres, un déficit pour l'État de 93 milliards d'euros, plus avec une amélioration de 3 milliards d'euros portée par une hausse spontanée des recettes, et ça permet de couvrir une augmentation de la dépense de 7,7 milliards d'euros de dépenses, de la norme de dépenses pilotables et des investissements d'avenir. Une dette négociable de l'État qui devrait s'alourdir cette année de 81 milliards d'euros, et la dette de l'État qui devrait atteindre 1 915 milliards d'euros, sans compter, bien sûr, la reprise par l'État d'une partie de la dette de SNCF Réseau. Le poids du besoin de financement de l'État, il est considérable. Cette année, nous emprunterons 205 milliards d'euros. 205 milliards d'euros, c'est la première fois que nous emprunterons plus que le produit de la TVA et de l'impôt sur le revenu. C'est la première fois. Donc, vous voyez, est-ce que ce scénario est soutenable ? Actuellement, il l'est au regard des marchés, mais quid en cas de retournement de conjoncture? Les dépenses des ministères, elles dépassent tous les objectifs fixés précédemment. Vous nous affirmez que les règles sont inférieures à ce qui était prévu en loi de finances initiale, c'est exact, mais évidemment, la cible fixée était tellement plus élevée que celle prévue un an plus tôt par la loi de programmation qu'évidemment, on s'éloigne de ces vrais objectifs. Et le nouveau triennal que vous proposez dans le PLF pour 2020 s'écarte ainsi de 8 milliards d'euros des objectifs fixés dans la loi de programmation. Alors, il y a une mission, c'est vrai, qui connaît une baisse significative de ses crédits, c'est la mission cohésion des territoires, notamment avec l'effet du report à l'an prochain du versement contemporain des aides au titre des APL, la contemporanéité des aides, mais il y a également une vieille ficelle que Philippe Dallier dénoncera sans doute, qui est le prélèvement opéré sur la trésorerie d'Action Logement. Il y a donc une totale déconnexion finalement entre les dépenses et la trajectoire qui est fixée en loi de programmation et qui se traduit au niveau des missions par de forts dépassements. Entre l'abandon des mises en mission du gouvernement, et je crois qu'elle est clairement marquée sur les objectifs de réduction des effectifs de l'État. Je ne vous rappellerai pas le chiffre, tout le monde le connaît, 50 000 emplois en moins en théorie, et aujourd'hui, l'objectif, la cible était très modeste en 2018, c'était suppression de 1 600 emplois, et en 2020, c'est 47 emplois. Donc finalement, on pourrait mieux d'en avoir la liste, ça simplifierait les choses, plutôt que de dire 47 emplois. Et encore, quand c'est avec les opérateurs, parce que l'État voit ses effectifs augmenter. Alors, lors de l'examen de la loi de programmation des finances publiques, Gérald Darmanin avait porté des ambitions qu'à l'époque auxquelles on pouvait souscrire. Elles sont aujourd'hui tout simplement abandonnées. Je cite le ministre.
Cette trajectoire, celle de 2018, elle a le mérite, celle de la clarté, qu'il s'agisse des effectifs équivalents temps plein des agents publics, objectif abandonné, des crédits budgétaires, il faut dépenser moins d'argent public, le dépasser mieux. Bon. Et voilà, donc on voit évidemment qu'on est très très loin de ce qui n'est pas la préhistoire, encore une fois, c'était en 2018. Alors sur les articles, nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de ces jours. Un texte qui comporte pas moins de 200 articles, tels que transmis par l'Assemblée nationale, d'importance inégale. Et certes, nous le reconnaissons volontiers, vous réduisez la pression fiscale des ménages, notamment à travers l'impôt sur le revenu, mais vous revenez également sur vos engagements, et ceux dans un objectif de pur rendement. Sur la pente de l'impôt sur les sociétés, j'ai entendu que l'objectif était toujours de 25%, mais la marche sera élevée. Une pente de l'impôt sur les sociétés révisée pour la seconde fois en moins d'un an, qui laisse à penser qu'il sera en effet difficile d'atteindre ces 25% en 2022. Et surtout, on aura l'occasion d'y revenir lundi après-midi, la création de nouvelles taxes, d'une fiscalité soi-disant écologique, qui cache en réalité de nouvelles recettes de rendement. Et on est très loin du verdissement du budget annoncé pour l'an prochain. Le Sénat a de cet égard une position simple, et je pense qu'en matière de fiscalité écologique, il a su vous le dire par le passé. Une fiscalité environnementale, elle ne serait acceptée que si son seul objectif est de rapporter des recettes à l'État. Elle ne doit pas se tromper de cible, elle ne doit notamment pas viser des secteurs économiques de première importance, et surtout, elle doit être juste et prendre en compte les contraintes qui pèsent sur certaines catégories et surtout certains territoires, je pense en particulier aux zones rurales. Et bien sûr, les pouvoirs publics doivent être en mesure, c'est ce que nous évoquerons lundi, d'en avoir une traçabilité. Je finirai mon propos en abordant la réforme de la fiscalité locale que porte l'article 5. Je ne reviendrai pas sur la décision de supprimer la taxe d'habitation que nous ne portions pas, mais en revanche, l'application du schéma de compensation nous paraît prématurée. C'est la raison pour laquelle le Sénat vous proposera un certain nombre d'amendements. Et la Commission des finances propose le décalage d'un an de plus du dégrèvement, de façon à avoir une réforme qui éventuellement tourne. Aujourd'hui, de votre avis même, la réforme ne tourne pas. Elle a des conséquences totalement délirantes, par exemple, sur le calcul du potentiel fiscal. Alors plutôt que de voter une réforme un peu à l'aveugle, sans simulation, nous préférons essayer d'en corriger les effets, la mesurer, la simuler et éventuellement de la faire entrer en vigueur en différant l'application. Vous nous proposez le contraire, vous nous dites voter quelque chose, on la corrigera par la suite. Le délai supplémentaire que vous propose le Sénat nous permettrait de mieux apprécier les effets de cette réforme, et ce décalage en temps permettra notamment de faire tourner cette réforme à blanc. C'est la raison pour laquelle la Commission vous proposera lundi après-midi un certain nombre d'amendements. Voilà, je voudrais donc, puisque ne pas allonger les débats, nous avons un grand nombre d'orateurs, vous laisser un seul message. Compte tenu de l'expérience que nous avons vécue pendant ces 2 dernières années, nous avons des amendements qui sont raisonnables, nous avons des amendements qui sont, encore une fois, pas ceux d'une opposition systématique, mais avec une volonté d'avoir des positions qui soient équilibrées. Et je pense à ce qui s'est passé sur la fiscalité, sur l'énergie. Et j'ai un seul message, si vous voulez que le pays s'en porte mieux, messieurs les ministres, écoutez le Sénat. Merci, monsieur le rapporteur général. La parole est à monsieur Vincent Eblé, président de la Commission des finances. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous entamons aujourd'hui l'examen en séance du projet de loi de finances pour 2020. Après un long temps de travail en commission, je veux souligner en préambule l'implication de mes collègues de la Commission des finances, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux qui, depuis plusieurs semaines, étudient en détail les mesures budgétaires et fiscales de cette loi de finances pour forger leurs convictions. Ils ont ainsi entendu 488 personnes au cours de plus de 200 heures d'audition, la Commission y consacrant plus de 40 heures de réunion en plénière. Les commissions saisies pour avis ont également conduit des auditions diverses et en particulier ministérielles. Tout ce travail préparatoire sera particulièrement utile pour éclairer nos débats dans le respect du délai constitutionnel contraint de 20 jours. J'en viens maintenant à quelques observations sur ce projet de loi de finances. Il faut tout d'abord observer qu'il s'inscrit dans un contexte de ralentissement économique marqué, vous l'avez vous-même souligné, Monsieur le Ministre,
Alors que la croissance avait atteint 2,3% en 2017, elle ne serait plus que de 1,4 en 2019 et de 1,3 l'an prochain. De plus, les incertitudes tant internationales qu'européennes, avec la perspective du choc lié au Brexit, sans évoquer les risques internes liés à d'éventuels conflits sociaux, comme notre pays a pu en connaître avec la crise des Gilets jaunes, ou comme il s'en profile quelques autres, pèsent incontestablement sur cette prévision de croissance. Elle devrait nous amener à la prudence, tant un retournement de conjoncture exposerait nos finances publiques. Or, de la prudence, ce projet de loi de finances en manque considérablement et ne laisse aucune marge de manœuvre en cas d'évolution négative du contexte économique national, européen ou mondial. Comme je l'avais déjà souligné, le gouvernement s'écarte de la loi de programmation des finances publiques qu'il avait fait adopter à l'automne 2017 et choisit de ne pas la réviser pour ne pas souligner l'ampleur de ses renoncements et son manque d'ambition pour nos finances publiques. Malgré des taux d'intérêt très bas qui allègent considérablement notre charge de la dette, elle devrait diminuer de 3 milliards d'euros en 2 ans, l'endettement public frôlera néanmoins les 100% du produit intérieur brut en 2020, à rebours donc de la réduction qui avait été annoncée. Budget de renoncement donc, puisque l'objectif de retour à l'équilibre de nos comptes publics pour la fin du quinquennat est définitivement abandonné. Nous ne respectons pas non plus le minimum de redressement demandé par nos partenaires européens. L'effort structurel est réduit à néant. Le président de la République estimant d'ailleurs que la règle des 3% du produit intérieur brut pour notre déficit public est un débat d'un autre siècle, sans toutefois nous indiquer quel est son objectif dans ce domaine. Paradoxalement, la France appelle son principal partenaire européen, l'Allemagne, à renoncer à ses objectifs d'équilibre budgétaire sans s'engager sur ses propres efforts de redressement et sans témoigner de son sérieux budgétaire. Le gouvernement, qui se targuait à l'été 2017 d'engager un mouvement sans précédent de baisse de la dépense publique et de réduire les effectifs de l'État de 50 000 postes, a dû finalement se confronter à la dure réalité et aux contraintes de l'exercice. Nos concitoyens demandent un véritable socle de services publics, de présence de l'État dans les territoires et de solidarité nationale. Après un budget 2019 présenté comme le budget du pouvoir d'achat, dont on a vu qu'il portait bien mal son nom, le budget 2020 est surtout celui du renoncement et du statu quo des déséquilibres. Le gouvernement a en effet dû renoncer à nombre de baisses de dépenses qu'il avait envisagées. Pour autant, celles sur lesquelles il choisit d'agir portent d'abord sur les politiques sociales, notamment les contrats aidés, le logement social et les aides au logement, ou encore pour sortir du strict champ de l'État, l'assurance chômage. Seules des manifestations d'ampleur l'amènent à répondre aux demandes sociales au cas par cas, de manière brouillonne et improvisée, comme on peut le constater avec l'annonce, hier même, d'un prétendu plan hôpital. Aucune vision d'ensemble n'est en fait proposée. Dans le même temps, s'il ne parvient pas à tenir les objectifs de maîtrise de la dépense qu'il avait lui-même fixés, le gouvernement n'a pas renoncé à baisser les impôts, mais à crédit, en alourdissant le déficit budgétaire et en espérant des recettes budgétaires des procédures de privatisation d'entreprises publiques, Aéroports de Paris ou la Française des Jeux, qui demain ne produiront plus de dividendes pour l'État. On privilégie des intérêts de court terme au détriment des intérêts de long terme de la nation. Les baisses d'impôts ont visé par priorité les entreprises et les ménages les plus aisés, sans pouvoir estimer l'impact de ces mesures, pourtant coûteuses, sur l'activité économique et l'emploi. J'ai conduit avec le rapporteur général une étude sur la réforme de la fiscalité du capital, dont il ressort que rien ne permet de mesurer le fameux ruissellement qui devait découler de la suppression de l'ISF, voire de la mise en place du PFU. Au total, les contribuables les plus fortunés auront nettement profité de ces réformes sans rien donner en retour. Même en prenant en compte les mesures post-Gilets jaunes, une étude de l'Institut des politiques publiques sur l'effet cumulé des budgets 2018-2020 montre qu'il n'y a eu aucun gain, ou presque, pour les 20% les plus pauvres, mais une hausse de 4% des revenus disponibles pour le premier centile des contribuables les plus riches.
Ce mardi, l'INSEE vient de faire paraître une note qui confirme cette analyse. Je proposerai de revenir sur ces réformes néfastes, sans rétablir tel quel le système fiscal antérieur, mais en le modernisant pour qu'il réponde à l'objectif d'équité fiscale auquel nos concitoyens sont très attachés. Tous les contribuables, y compris les plus aisés, doivent contribuer à la solidarité nationale. La suppression de la taxe d'habitation, qui concernera à terme tous les ménages, ne changera pas cette situation pour les redevables les plus modestes, qui en étaient, pour bon nombre d'entre eux, exonérés. Selon les données fournies par le ministère de l'économie et des finances lui-même, la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des ménages les plus aisés captera par ailleurs à elle seule 44,6%, autant dire près de la moitié, du coût de la réforme, qui s'élève à 17,6 milliards d'euros tout de même. Par contre, cette réforme non financée risque de mettre en péril les recettes de nos collectivités territoriales qui demandent des garanties sur la pérennité de leurs ressources et une réelle étude de l'impact de ces mesures. Nous en reparlerons au cours de la discussion de l'article 5. Enfin, nous attendons du gouvernement qu'il définisse une stratégie en matière de fiscalité environnementale. Entre le renoncement précipité à la trajectoire de hausse de la TICPE, qui faisait porter un coût excessif sur les ménages, et notamment les plus modestes, comme nous étions nombreux ici à le souligner, pour ne pas dire à le dénoncer, et les dernières péripéties sur la fiscalité des biocarburants, le gouvernement n'a pas établi de ligne claire sur ce point. Nous espérons que les débats de première partie seront l'occasion de le faire. Et de façon plus générale, de rapprocher nos dispositifs fiscaux de la double volonté d'équité sociale et d'utilité dans l'action publique que toute loi de finances se doit, me semble-t-il, de poursuivre. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Messieurs Pascal Savoldelli, Monsieur Éric Bocquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste ont déposé une motion distribuée sous le numéro 639 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. La parole est à Monsieur Pascal Savoldelli pour la motion. Monsieur Savoldelli, vous avez 10 minutes. Ils m'ont mis à sec. Hein. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues, si nous déposons cette question préalable, ce n'est pas pour empêcher le débat, mais parce que, selon nous, le projet de loi qui nous est présenté relève, et je pèse mes mots, d'une profonde insincérité politique. Insincérité politique vis-à-vis de nos concitoyens, de leurs aspirations, en esquivant les choix politiques lourds qui y seront opérés. Cette question préalable, c'est le peuple qui vous la pose. Alors que notre pays a connu une année de mouvement social inédit, le gouvernement n'en tient nullement compte dans son projet de loi de finances. S'il entend les revendications populaires qui s'expriment à travers le pays, ce n'est que pour mieux les dévoyer. Alors que les associations féministes demandent un budget d'1 milliard d'euros pour lutter contre les violences que les femmes subissent et assurer une réelle égalité, une égalité réelle, la majorité discute autour de Grenelle à faible portée, mais réduit les crédits de la mission égalité entre les hommes et les femmes. Alors que les étudiants alertent sur leurs conditions de vie exécrables, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche va baisser pour la première fois depuis 2008, alors même que le nombre d'étudiants augmente. Alors que les Gilets jaunes ont fait part de leur ras-le-bol vis-à-vis d'une fiscalité injuste pour les services publics qui s'amoindrissent comme peau de chagrin, le gouvernement répond par un jeu de dupes en pensant calmer la colère sociale. Si le projet de loi de finances prévoit une baisse de l'impôt sur le revenu payé seulement par 50% de nos concitoyens, la TVA, impôt le plus injuste, qui représente pourtant 50% des recettes du budget de l'État, ne bouge pas. Pour ceux dont la fin de mois commence bien trop souvent le 15, ces 20% de taxes sont autant de repas qui leur sont retirés de la bouche. C'est autant de jours passés dans le froid, faute de pouvoir payer les factures.
À cette détresse que le gouvernement semble ignorer, aucune réponse n'est apportée. Alors que les baisses d'impôts auraient pu répondre à cette urgence vitale pour nombre de familles, en abaissant la TVA sur les produits de première nécessité, sur les biens alimentaires, en baissant les tarifs de l'énergie, le gouvernement continue avec les mêmes recettes injustes et délétères pour les classes populaires. Alors que le président de la République s'est épris de bons sentiments vis-à-vis de nos banlieues, et il avait été voir le film Les Misérables, qu'est-ce qu'il fait? Il divise par deux le fond de la vie associative. Mais pourtant, le tissu associatif joue un rôle crucial pour nombre de nos jeunes, en leur offrant soutien scolaire, accès au sport ou à la culture. Il a permis l'émergence de nombreux sportifs et artistes. Si le président était attentif aux banlieues, en dehors des 2 secondes d'émotion qui succèdent à la vue d'un film, il aurait trouvé chez un artiste comme Kerry James toute référence utile pour résumer sa politique. Incapable de voir loin, on ne veut pas le bien, quitte à détruire l'intérêt commun. Et quel manque de vision à long terme! Les prétendues baisses d'impôts aux plus modestes que vous avez évoquées, messieurs les ministres, que le gouvernement concède, vont être en réalité financées par les taux d'intérêt négatifs auxquels l'État emprunte et lui permet ainsi de récupérer 1,6 milliard d'euros. Ce que le gouvernement donne aujourd'hui, il le reprendra donc demain pour financer la hausse de la charge de la dette. Alors qu'on surgit sur le devant de la scène la pauvreté, les difficultés dans nos campagnes et dans les zones périurbaines, le gouvernement n'en tient nullement compte. Les prix d'énergie continuent d'augmenter, les petites lignes de train continuent de fermer, 200 000 personnes de plus ont basculé dans la pauvreté. Eh bien, lorsque la misère n'est pas sublimée par l'art, elle reste invisible aux yeux du gouvernement. Je n'aborderai même pas la question écologique, tant l'absence d'ambition est criante compte tenu des enjeux et de l'urgence. Face à ces politiques de casse des solidarités, d'affranchissement des riches à l'effort commun et de pressuration des classes populaires, nos villes, nos départements sont devenus les derniers remparts à l'épanouissement d'un libéralisme destructeur. Pourtant, ce même projet de loi de finances, et vous en avez parlé de la suppression de la taxe d'habitation, le gouvernement avance ses pions pour la mise au pas des collectivités locales. Au début du Congrès des maires de France, Emmanuel Macron a fustigé l'autonomie fiscale des collectivités, arguant que les pays autour de nous n'en disposent pas. Mais si les collectivités locales en France ne devenaient que de simples guichets de l'État, mais qu'en serait-il des centres de santé, des bibliothèques, du logement social, des équipements sportifs et culturels, bref, de tout ce qui fait la vie au quotidien? Le progrès social humain, ce n'est pas le projet de ce gouvernement. Son projet, c'est la transformation libérale de l'État à tous les échelons, y compris locaux, y compris municipaux. Après la baisse de la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communes, qui, je le rappelle, était de 41 milliards d'euros en 2013 et maintenant à 26 milliards d'euros aujourd'hui, après la loi NOTRe en 2016 et la mise en place des contrats de Cahors qui placent sous tutelle les communes les plus importantes en contraignant leur budget de fonctionnement, la suppression de la taxe d'habitation opère une nouvelle mise au pas des collectivités. Cette taxe d'habitation permettait pourtant de développer des politiques de solidarité. Elle offrait aux municipalités la possibilité de mettre en place des politiques redistributives par un impôt progressif et de développer les services municipaux. Mais en plus d'ajouter une chaîne supplémentaire aux communes, le gouvernement, excusez-moi le terme, les arnaque. En plus de se baser sur un mécanisme de compensation quasiment illisible, basé sur les recettes de la taxe foncière bâtie, la compensation sera en effet basée sur les taux de 2017. Tout le monde sait ici qu'ils ont augmenté. Arnaque, mais aussi sur ce sujet encore. Le gouvernement fait également preuve d'une profonde malhonnêteté politique vis-à-vis de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Faire croire que l'on peut faire un cadeau fiscal de cette ampleur sans conséquence, c'est déjà fort, mais faire croire que c'est une mesure de justice sociale l'est encore plus. Discrètement aussi, mais sûrement, l'exonération de la taxe d'habitation a été étendue aux 20% des ménages les plus riches. Ainsi, 45% du coût total de la suppression de la taxe d'habitation bénéficiera à ces 6,3 millions de foyers qui n'en ont pas besoin, contrairement à 16% de foyers les plus modestes qui ne payaient déjà pas la taxe d'habitation et qui risquent d'être les plus touchés par la casse des services publics consécutive à cette réforme, car l'État devra trouver des budgets à amputer pour compenser sa participation à la réforme de la fiscalité locale.
Mais si au fur et à mesure de ces lois, le gouvernement avance masqué, ce n'est que pour mieux cacher ses véritables ambitions quant au devenir des collectivités locales. En les mettant sous tutelle, mes chers collègues, l'objectif du gouvernement est en réalité d'appliquer aux collectivités la même transformation qu'il est en train d'opérer sur l'État central, une destruction de l'État social au profit d'un État réduit à un simple lieu d'administration des affaires du CAC 40, le tout piloté par des hauts fonctionnaires qui basculent du privé au public ou du public au privé. Et le dernier acte de ce jeu de dupes interviendra, comme par hasard, après les élections municipales, lorsque la ministre Gourault viendra proposer son projet de métropolisation qui fondera les collectivités dans des machines bureaucratiques à la démocratie réduite et qui pourront, alors là, le 3e D de la loi D, se différencier. Ben, ce n'est pas se différencier, c'est se concurrencer. C'est un choix de société qui est lourd de sens. D'une part, le choix entre une société où la solidarité est le socle des rapports humains. D'autre part, une société où la concurrence de chacun contre tous cimente ses rapports et où le darwinisme social détermine le devenir des individus. Par des basses tactiques politiciennes, le gouvernement esquive le débat et tente d'imposer ses choix. Notre démocratie mérite mieux que cela. Nous ne pouvons pas discuter d'un projet de loi qui opère des choix de société aussi lourds sans jamais réellement les aborder. Les miettes lâchées tantôt aux étudiantes et aux étudiants, les miettes lâchées tantôt au personnel hospitalier, tout en tentant de les diviser, confirment l'extrême fragilité d'un gouvernement qui était minoritaire et qui demeure minoritaire, acculé par la contestation sociale, qui tente d'imposer ses choix à l'ensemble de la société. Désormais, nous en sommes convaincus. Nous arrivons à un régime à bout de course et qui nous conduit au désastre. Et pour offrir à notre société une issue positive, nous espérons que vous voterez cette question préalable. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Savoldelli. Il n'y a pas de prise de parole contre la motion. La parole est à Monsieur le rapporteur général pour l'avis de la Commission. J'ai bien entendu notre collègue qui a dit que cette motion n'était pas destinée à nous priver de débat. Mais malheureusement, sa conséquence est directe. Ce serait l'application tout simplement du règlement du Sénat, puisque si elle était votée, application 44 alinéa 3 du règlement du Sénat, il n'y aurait pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2020. Ce serait tout à fait dommage, parce que je crois qu'il y a déjà plus de 1200 amendements, dont un certain nombre d'amendements du groupe CRCE. On se priverait du débat sur ces amendements. Et vous avez déjà évoqué un certain nombre de prises d'opposition, un certain nombre de propositions, y compris sur la taxe d'habitation, d'ailleurs qu'on partagera peut-être. Donc ce serait tout à fait dommageable, je pense, de se priver d'écouter les excellentes propositions du Parti communiste, notamment, voilà, et des autres groupes. Donc évidemment, pour cette raison, la Commission des finances est opposée à la question préalable. Question de vote. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, pour l'avis du gouvernement. Oui, très rapidement, on aura le débat effectivement, je crois, dans quelques instants. En tout cas, nous l'espérons au gouvernement. Juste peut-être, s'il me le permet, Monsieur le sénateur, corriger quelques contre-vérités flagrantes que chacun pourra constater et qui, je crois, vous ne manquez pas de talent ni de conviction. Ça ne servait peut-être pas à grand-chose de le cacher derrière un certain nombre de faits totalement inexacts. Quand vous dites à la tribune du Sénat que pour la première fois depuis 2008, le budget de la recherche des universités et des étudiants baisse, c'est totalement faux. 500 millions d'euros de plus. Quand vous dites que le budget pour Keto, même pour les étudiants, il augmente également. Il augmente également. Tout augmente dans le budget de Madame Vidal. Donc c'est pas compliqué, tout augmente dans le budget de Madame Vidal. On peut critiquer l'action du gouvernement sans en dire des contre-vérités budgétaires dont tous les documents budgétaires devant vous démontrent assez facilement qu'ils sont effectivement erronés. Quand vous dites que le budget qui est sous l'autorité de Mme Schiappa baisse, c'est faux. Les crédits sont les mêmes, absolument les mêmes que l'année dernière. Quand vous dites non, ça ne baisse pas. Mais non, regardez les documents budgétaires qui sortent de l'Assemblée nationale. Vous êtes le principe du bicamérisme, me semble-t-il, c'est que le texte transmis est celui de l'Assemblée nationale et celui qui n'a pas corrigé le gouvernement, il est à votre disposition. Quand vous dites, monsieur le sénateur, que les 20% les plus aisés, Monsieur le Président de la Commission des Finances a également utilisé cet argument. On n'avait pas besoin de la taxe d'habitation. Je comprends donc qu'à 2 500 € par mois pour un célibataire, nous sommes très aisés. Puisque c'est ça les 20% qui restent. Qu'on puisse discuter du premier ou du dernier pourcent, des gens qui gagneraient effectivement beaucoup d'argent. La question, je comprends, se pose. Le rapporteur général a une honnêteté intellectuelle de préciser que ce n'était pas au début
le projet du gouvernement, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui, saisi d'ailleurs en partie par le Sénat, souhaite qu'on supprime l'intégralité de la taxe d'habitation. Mais Monsieur le Président de la Commission, je vous ai entendu avec beaucoup de plaisir, mais moi, personnellement, au-dessus de 2 500 €, je ne considère pas qu'on est riche. Mais effectivement, vous avez dit les plus aisés. Peut-on parler, Madame la Présidente? Peut-on parler, Madame la Présidente? Voilà. Donc, effectivement, Monsieur le Président de la Commission des Finances, pour moi, mais vous avez la même idée que le sénateur qui vient de défendre, et c'est c'est pas honteux, mais au-dessus de 2 500 €, personnellement, je ne considère pas qu'on est riche, et je pense qu'il y a des gens qui travaillent. Vous avez dit les plus aisés, vous étiez en regret de cette émission. Moi, je pense qu'effectivement, il faut supprimer cette taxe d'habitation. Sur les collectivités locales, pardon de dire que le contrat de Cahors a sans doute ses défauts, ses qualités. Il a quand même un avantage. Je crois qu'il suffit de discuter sur chacun des territoires, et c'est singulièrement le cas dans votre département, monsieur le sénateur, que jamais les collectivités locales n'ont autant investi aujourd'hui. Jamais. Et que, bien sûr, ça passe par une maîtrise du fonctionnement. Mais regardez l'investissement public. Il n'a jamais été autant rendez-vous, d'ailleurs autant que l'investissement privé, dans cette... Donc, un certain nombre de contre-vérités de fond ont été dites, un certain nombre de défauts d'opportunités, mais ça c'est normal, c'est la politique, ont été évoqués. Je crois qu'effectivement, il faut que nous étudions au fond le projet de loi de finances. Je consulte le Sénat par scrutin public sur la question préalable. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, que l'avis du Gouvernement est défavorable. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 40 sur la motion numéro 1639. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 340, pour l'adoption 16, contre 324. Le Sénat n'a pas adopté. Bien, Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, voici un an éclatait à Paris et partout dans nos départements une crise sociale d'ampleur. Face à cette situation exceptionnelle, d'importantes mesures de soutien au pouvoir d'achat ont été prises, avec, je le rappelle, le soutien unanime du Sénat. Il s'agissait alors de répondre à une réalité et au sentiment accumulé depuis longtemps d'injustice sociale, fiscale, territoriale, exprimée avec colère par les Français. Quand bien même fallait-il s'écarter des objectifs initiaux de la loi de programmation des finances publiques, car derrière l'impôt auquel nous consentons, derrière la dépense que nous autorisons, c'est l'humain qui doit guider notre action et pas seulement les ratios de PIB. Bien sûr, nous devons garder l'objectif du redressement des comptes publics. Nous y tenons. En le faisant, nous préparons l'avenir et notre collègue Vincent Delahaye reviendra sur ce sujet. Mais ne nous trompons pas sur les moyens d'y parvenir. Nous ne réussirons pas le redressement des finances publiques s'il ne s'accompagne pas d'une politique efficace de réduction des inégalités. Comment pourrait-on aujourd'hui continuer à courir derrière une baisse drastique et théorique du nombre d'agents publics alors que nous avons besoin de plus de personnel hospitalier, que nous devons relever le défi de la dépendance, que nous avons besoin d'enseignants et d'accompagnants dans nos écoles, de davantage de policiers et de gendarmes pour mieux répondre à la menace terroriste, et on pourrait continuer la liste. Même si, évidemment, des réorganisations et des redéploiements sont nécessaires, des réductions et des économies possibles, notamment dans les agences et autres organismes satellites de l'État. Mais il existe aussi d'autres marges de manœuvre, comme par exemple, ça a été évoqué, le renforcement des moyens de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Monsieur le ministre, vous avez rappelé les avancées dans ce domaine. Depuis le début de l'année, 5,6 milliards d'euros ont été recouvrés par l'État au titre de la lutte contre la fraude fiscale, soit 40% de recettes en plus par rapport à l'an dernier. Et sur ce terrain, de nombreuses pistes restent à explorer. Vous en avez évoqué quelques-unes et notre collègue Nathalie Goulet reviendra sur ce sujet sur lequel elle a beaucoup travaillé.
Cette loi de finances doit finalement tenter de répondre à un difficile équilibre, tenir compte de la réalité sociale, répondre aux enjeux auxquels est confrontée notre société, sans perdre de vue le nécessaire redressement des comptes publics. Le déficit établi à 2,2% du PIB est certes encore élevé, mais il est à son niveau le plus faible depuis 20 ans, et ce, malgré une baisse historique des prélèvements obligatoires à hauteur de 9 milliards d'euros. C'est quand même cela la réalité. La justice fiscale sort renforcée par la baisse de 5 milliards d'euros d'impôt sur le revenu au profit des premières tranches d'imposition. Nous saluons également la poursuite de la baisse de l'impôt sur les sociétés qui devrait atteindre 25% en 2022. Enfin, l'article 5 entérine la suppression de la taxe d'habitation en 2020 pour 80% des ménages et en 2023 pour les 20% restants. Quel que soit l'avis porté sur le bien-fondé de cette mesure, la réalité est qu'elle permettra de générer un gain de pouvoir d'achat moyen de plus de 700 € par ménage concerné. Ce projet de budget donne également le coup d'envoi de la réforme de la fiscalité locale, suivant des modalités finalement assez proches de celles qu'avait proposées la Commission des finances du Sénat en 2018. La question du mode de compensation a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les élus. Inquiétudes justifiées au regard des plus de 2 milliards d'euros perdus chaque année pour le seul bloc communal du fait de mécanismes de compensation inadaptés lors des précédentes réformes. C'est pourquoi nous approuvons le principe général proposé qui vise à substituer au produit de taxe d'habitation perdu pour chaque niveau de collectivité une nouvelle recette fiscale, ce qui garantira une recette pérenne et dynamique. Les communes percevront le foncier bâti transféré du département, c'est en cohérence avec les compétences qu'elles exercent. Pour les départements et les intercommunalités, je considère que l'attribution d'une part d'impôt national au travers de la TVA a un effet péréquateur qui préservera les départements les plus fragiles. Je sais que les avis divergent sur cette question, mais élu du Cantal, je connais parfaitement les limites de l'autonomie fiscale tant recherchée, mais pour certains territoires purement virtuels. Je lui préfère l'autonomie financière que permet le mécanisme proposé. Enfin, la hausse de la péréquation de 180 millions d'euros pour les communes et la réforme de la péréquation des départements, d'ailleurs voulue par les départements eux-mêmes, renforcent la solidarité en faveur des collectivités les plus fragiles. Le texte présenté devra cependant être corrigé sur plusieurs points d'importance. D'abord, et c'est le plus important pour moi, le risque de variation du potentiel financier de l'ensemble des collectivités sous l'effet de la réforme de la taxe d'habitation. Il devra être impérativement écarté. C'est un risque majeur de cette réforme à forte incidence sur le niveau des dotations. Sans mécanisme de neutralisation, les territoires les plus riches verraient leur potentiel financier baisser, donc apparaîtraient virtuellement comme plus pauvres, alors que les territoires les plus fragiles verraient leur potentiel financier augmenter, creusant ainsi les inégalités territoriales. Pour prendre un exemple chiffré, le département du Cantal, que beaucoup connaissent, verrait son potentiel financier augmenter relativement de 12%, pendant que pour d'autres départements, par exemple pour Paris, le potentiel financier relatif baisserait de 40%. C'est cela la réalité, et c'est cela, Monsieur le ministre, qu'il faut absolument éviter. De même, les bases de taxe d'habitation de 2020, qui serviront de référence pour la compensation de la taxe d'habitation, devront être justement revalorisées, ce qui n'est pas le cas dans le projet de loi de finances. Si l'on veut respecter le principe de neutralité financière de la réforme, les valeurs locatives devront être revalorisées dans les conditions du droit en vigueur. Le 0,9% voté à l'Assemblée nationale est un progrès, mais il n'est pas suffisant. Enfin, un mécanisme de garantie dans le temps des recettes des départements devrait être mis en place pour sécuriser leurs ressources sur la durée. Je vais conclure. Quelques points saillants restent donc en suspens et notre groupe contribuera activement, vous l'aurez compris,
au débat budgétaire qui s'ouvre. Je vous remercie de votre attention et je vous demande de bien vouloir m'excuser, Madame la Présidente, du petit dépassement. Merci, chers collègues. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, Messieurs les ministres et mes chers collègues. Pour examiner le projet de loi de finances pour 2020, il convient de le replacer dans un contexte international toujours aussi incertain et sans doute encore plus perturbé qu'il y a un an. La multiplication des conflits et des contestations dans le monde, l'attitude agressive des États-Unis dans ses relations commerciales avec la Chine, l'Europe et en particulier la France, le feuilleton interminable du Brexit et le manque de cohésion des pays européens ne sont pas de nature à nous rassurer et constituent une toile de fond peu propice aux investissements et aux initiatives. Ce tableau est encore assombri par nos propres insuffisances économiques et notamment la persistance d'un déficit du commerce extérieur supérieur à 50 milliards d'euros, avec un secteur industriel affaibli qui a du mal à retrouver sa place comme moteur de la croissance. Au-delà du contexte, des hypothèses macroéconomiques et des grands équilibres financiers, ce budget présente de nombreuses mesures fiscales qui, pour certaines, reprennent des engagements de début de mandat et qui, pour d'autres, constituent des nouveautés. Par ailleurs, le gouvernement poursuit en seconde partie la trajectoire de renforcement des grandes missions régaliennes, défense, justice, sécurité ou d'éducation et d'investissement, enseignement, recherche, enseignement supérieur, investissement d'avenir. En termes de grands équilibres, le déficit diminue à 2,2% du PIB, ce qui en réalité correspond à un niveau identique à celui de 2019 si on retire sur cette année-là le double impact de la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales. Pour sa part, le niveau de la dette publique est également quasi stable à 98,7% du PIB. Il n'y a donc pas d'amélioration structurelle des comptes publics, avec un déficit qui dépassera encore les 90 milliards d'euros. Cette apparente stabilité ne doit pas cependant masquer les efforts accomplis pour faire face à une situation conjoncturelle compliquée, avec de multiples sollicitations sectorielles ou une protestation sociale symbolisée par la crise des Gilets jaunes que l'on appelle un peu trop souvent, je dirais, à la rescousse dans les raisonnements des uns et des autres, avec parfois une compassion qui me paraît souvent déplacée. Ce contexte intérieur a conduit le gouvernement, avec pour l'essentiel l'accord du Parlement, à mettre en œuvre un ensemble de mesures qui ont généré un coût budgétaire de l'ordre de 17 milliards d'euros, principalement pris en charge par le budget général et partiellement par celui de la sécurité sociale. Dans ces conditions, il semblait évident que la trajectoire des finances publiques 2018-2022 subisse un léger infléchissement, reportant dans le temps l'objectif de rétablissement complet de l'équilibre budgétaire. Le budget de 2019 et celui de 2020 ont ainsi montré leur capacité d'absorption de charges nouvelles non programmées, allant du renforcement de certaines prestations à des diminutions de recettes fiscales, à des compensations d'impôts locaux ou encore à la prise en compte de charges externes telles que les intérêts d'emprunt liés à la reprise progressive de la dette de la SNCF. Bien sûr, cette politique temporairement de la demande a des effets retours positifs sur la TVA par un sursaut de consommation et sur l'impôt sur les sociétés du fait de la transformation du CICE qui génère une base taxable d'un montant équivalent, alors que dans la formule ancienne, le CICE était quand même un crédit d'impôt, c'était un peu le chèque Mamie Zinzin qui avait été mis en place par un gouvernement socialiste, ce qui était relativement paradoxal. Apprécier sur cette capacité à digérer les mesures nouvelles en année pleine plusieurs dizaines de milliards d'euros par rapport à 2017, on ne peut qu'être admiratif de cette maîtrise des finances publiques. Par lui-même, le budget 2020 nous inspire un certain nombre de satisfactions, mais aussi quelques interrogations et inquiétudes. Commençons par ces dernières. Un effort significatif de l'État en direction des entreprises qui ne se traduit pas encore à ce jour de manière importante en retour en termes de croissance, d'emploi et de commerce extérieur. Une insuffisance marquée des efforts pour réduire la dépense publique, en particulier dans le périmètre de l'État. Contrairement à l'orateur précédent, je pense qu'effectivement, il y a trop d'agents dans les administrations centrales et qu'il faut en supprimer un certain nombre, ou du moins ne pas les renouveler.
Une stagnation du déficit et de la dette publique à des niveaux particulièrement élevés, sachant que nos charges budgétaires en termes d'intérêt bénéficient de taux historiquement les plus bas. Parmi les satisfactions, on relève une grande sincérité des comptes basés sur des prévisions de croissance du PIB jugées crédibles et une certaine prudence dans certaines estimations, notamment en termes de taux d'intérêt. Vous avez anticipé une remontée qui n'est pas plus certaine que cela. Une baisse sensible du taux des prélèvements obligatoires de 0,9 points entre 2017 et 2020, et qui est la conséquence de mesures prises par le gouvernement pour alléger la fiscalité des entreprises et des ménages, particulièrement marquante dans le projet de budget pour 2020, 1 milliard d'un côté et 5 milliards de l'autre. L'ensemble de ces baisses d'impôts bénéficient d'ailleurs très largement aux classes moyennes, comme en témoigne une récente étude de l'Institut des politiques publiques. C'est vrai qu'on peut lire la même étude et, je dirais, ne pas s'arrêter sur les mêmes paragraphes. Je voudrais également aborder les relations avec les collectivités locales. Les concours qui leur sont accordés sont stabilisés avec une enveloppe de l'ordre de 40 milliards d'euros. Et après des années de baisse des dotations, cette situation peut être considérée comme satisfaisante. Ne doutons pas non plus que la suppression de la taxe d'habitation soit compensée à l'euro près pour les communes. Par contre, cette dernière mesure a pour principal inconvénient de couper le lien financier entre une partie des habitants et la collectivité qui met en place les services qui leur sont destinés. Cette suppression, compensée par le fléchage d'une fraction de la TVA, va venir aussi impacter tout le dispositif de fiscalité et de dotation d'État en direction des collectivités, ce qui sera peut-être l'heureuse occasion d'une remise à plat complète. Je partage également l'observation du rapporteur général sur un point, celui du risque à faire peser de plus en plus les recettes fiscales de l'État sur les revenus des entreprises et des ménages et de moins en moins sur la consommation. C'est une stratégie qui me paraît avoir structurellement une fragilité pour le budget de l'État, donc il conviendrait peut-être de ne pas étendre à l'avenir à d'autres dispositifs de compensation. Si les détails des mesures par mission, la majorité du groupe RDSE n'entend pas s'opposer aux orientations définies par le gouvernement, mais souhaite que soient acceptées par voie d'amendement un certain nombre de propositions plus justes sur le plan social ou plus incitatives sur le plan écologique. En conclusion, si des amendements venaient à modifier de manière trop grossière ce budget, si ce n'était pas le cas, la majorité des membres de notre groupe l'approuvera. Je vous remercie. Voilà pour cette séance que vous avez suivie sur notre antenne. L'examen du budget va occuper les sénateurs en séance jusqu'au vote solennel prévu le 10 décembre prochain. Pour plus d'informations, vous pouvez lire les articles de la rédaction sur notre site publicsénat.fr. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires.